Bonsoir à tous, bienvenue pour cette deuxième séquence, la vie dans son déploiement. Nous allons commencer tout de suite par un enseignement de Tugdual Derville, porte-parole d'Alliance Vita. Tugdual va nous donner quelques clés concrètes, simples d'anthropologie. Qu'est-ce qu'un être humain? Comment se connaître soi-même? À quoi sommes-nous appelés dans cette particularité d'être humain? Connais-toi toi-même, la célèbre maxime du fronton du temple de Delphes vaut pour chacun d'entre nous et aussi pour la famille humaine. En la creusant ensemble aujourd'hui, nous ferons preuve d'humanité et de notre différence vis-à-vis des autres éléments qui composent le cosmos, aussi magnifique, complexe et mystérieux soit-il. Le connais-toi toi-même vient provoquer notre curiosité qui est une marque de l'humanité. Même si les animaux sont curieux, et savent utiliser et reconnaître les éléments de leurs écosystèmes, l'humanité veut tout comprendre. Tout, c'est-à-dire toujours plus. Toujours plus est un maître mot de l'être humain. Nous verrons qu'il est à double tranchant. Reconnaissons que nous en savons parfois plus sur les autres ou le cosmos que sur l'énigme que nous sommes à nos propres yeux. Quel que soit notre âge, nous n'avons jamais fini de travailler sur nous-mêmes pour décrypter le mystère de l'humanité. C'est l'occasion de se poser une question majeure. Qu'est-ce qui nous gouverne? Cette question est d'abord personnelle. Est-ce que ce sont des facteurs extérieurs ou émotionnels, incontrôlés, qui me dominent, par exemple le regard des autres ou certaines peurs? Ou est-ce une véritable volonté, éclairée par la vérité qui me rend libre? Ma conscience me demande alors, que suis-je appelé à devenir? Comment me déployer, être davantage moi-même? La même question se transpose collectivement. Qu'est-ce qui gouverne l'humanité? Où irons-nous ensemble? Depuis que l'éco-anxiété et la technophobie se sont ajoutées aux autres peurs, le destin de l'humanité est de plus en plus discuté. Or, nos grandes peurs sont des signes des temps à repérer. À l'échelle planétaire, les défis posés par l'effondrement de la biodiversité, l'emprise croissante de la technologie ou les atteintes à la vie humaine sont si vertigineux que nous avons besoin de groupes d'appartenance pour les relever. Il faut toujours commencer par se relier. Ainsi, ceux qui s'engagent à Alliance Vita s'allient pour tenter d'humaniser ensemble la société. Nous nous encouragerons à agir en posant que rien de ce que nous faisons n'est dérisoire pour bâtir l'avenir. Dès les années 50, Romano Guardini avait constaté la fin des temps modernes. Fondée sur l'idéologie d'un progrès matériel illimité, l'époque moderne est dans l'impasse. En bout de course, elle s'emballe comme un moteur prêt à exploser. Le toujours plus technologique, qui s'impose sans débat démocratique, est devenu trop loin, trop vite, sans que nous ayons le temps de nous poser, de réfléchir. Pourtant, la technologie nous offre sans cesse des bénéfices multiples, incontestables. Nous sommes écartelés entre fascination et aversion. Heureusement, un nouveau monde pointe déjà, un temps qui n'a pas encore reçu de nom, selon la formule de Guardini. Ce temps nous demande de fonder une humanité nouvelle qui sache dépasser matérialisme, individualisme et hédonisme pour dompter la puissance de la technique et protéger la vie. Si la modernité est dans l'impasse, c'est qu'elle tente à considérer l'être humain comme un amas de cellules, une variable d'ajustement ou une collection d'individus interchangeables au sein d'un écosystème dont tous les éléments se vaudraient. Voire une entité obsolète, bientôt dépassable, c'est le fantasme du cyborg, fusion entre la chair et la machine. Avec cette conception matérialiste de l'être humain, le traitement des problèmes démographiques, économiques, écologiques, bioéthiques se retourne contre l'humanité. Il en est autrement si chaque être humain est considéré comme une créature unique, insurpassable, inaliénable, dépositaire d'une dignité singulière qui lui est propre, et fait de chaque individu une personne à respecter. Voilà notre anthropologie. Ces deux conceptions de la vie humaine sont inconciliables dans leur façon de traiter les problèmes. Quand nous voulons relever les défis du monde, la question « qu'est-ce qu'un être humain ?», la question anthropologique, est donc devenue la question clé. D'autant que l'accélération technique nous fait miroiter ou craindre comme ultime progrès une mutation identitaire de l'humanité, sa dénaturation. Creusons encore notre identité. En nous regardant dans la glace, saluons le mortel que nous y contemplons. Selon une autre maxime du temple de Delphes,
sache que tu es mortel et non divin. La mort corporelle, notre seul futur incontestable et commun, nous met sur un pied d'égalité. Sa conscience nous incite à mieux vivre notre reste à vivre avec nos corps fragiles et vieillissants. Un disciple de Viktor Frankl nous suggère de nous imaginer morts et de penser à ce que nous aimerions que nos proches disent de nous, pour que cet éloge funèbre rêvé devienne notre programme de vie. Ce statut de mortel est un précieux donné anthropologique. À l'inverse, les penseurs transhumanistes rêvent de vaincre la mort pour nous libérer de l'humanité. Ils méprisent sa faiblesse. Contrairement à eux, nous reconnaissons que sont pleinement vivantes les personnes vulnérables, diminuées en bout de course. Qu'elles soient ultra-dépendantes ne change rien à leur vitalité secrète. Il est essentiel de le réaliser, voire de l'expérimenter. Jusqu'à la mort, nous restons 100% vivants. Revenons au déploiement de l'humanité. Il est marqué par une quête d'absolu. Elle se manifeste par notre curiosité, mais aussi notre insatisfaction. Pascal a écrit « L'homme passe infiniment l'homme ». On pourrait dire « pousse », et il faut insister sur l'infiniment. Nous pouvons être saisis de vertige devant tout ce que la vie nous demande, comme apprentissage, adaptation, renoncement. Avec sa quête éperdue de sens, l'être humain est une tête chercheuse, une main investigatrice, un insatiable appétit de connaître. Il veut trouver sans toujours savoir ce qu'il cherche. C'est sa soif d'absolu. Nous gagnons bien sûr à démasquer les faux absolus que nous poursuivons, seuls, en couple, en société. Je me souviens avoir discuté avec un célèbre grimpeur à mains nues. Il avait réalisé avoir été en quête d'un toujours plus, de sensations, de difficultés, d'adrénaline, de risques, jusqu'à découvrir que ce toujours plus était un substitut de quelque chose de plus grand qui seul pourrait le combler. Nous sommes tous portés à l'ascension, mais que cherchons-nous à conquérir ? Le transhumanisme part du même appel au dépassement, mais il prétend devoir dépasser l'humain pour échapper à ses limites. Notre humanisme pose que l'homme est indépassable, mais se sent appelé à se dépasser avec ses limites, au travers de ses limites, celles de son corps sexué et du temps compté. D'où la vie vue comme une ascension à la fois joyeuse et douloureuse, comme une histoire d'amour où l'on se réjouit avec l'autre et se sacrifie pour l'autre. Dans toute montée, la joie est à la mesure de la peine. Elles sont souvent simultanées dans nos vies. Et si l'amour était le moteur secret de notre histoire ? Je veux ici proposer un mot un peu décalé qui sera le point de bascule de mon propos. Devenons des enjoliveurs. Je ne prends pas ce mot comme la galette de plastique noircie par la pollution que nos voitures peuvent échouer le long des routes. J'en fais un néologisme pour affirmer que nous nous sentons appelés, nous sommes appelés à enjoliver le monde dans un sens profond, c'est-à-dire le rendre plus beau, meilleur. Quitte à déformer l'étymologie, je dirais à lui apporter plus de joie. Un peu comme si on nous demandait à l'entrée de l'humanité « Merci de laisser cet endroit plus joyeux que vous l'avez trouvé ». Enjoliver pourrait être une maxime de nos rencontres, et pourquoi pas de nos balades familiales. Ne pas seulement ramasser nos déchets, mais ceux des autres. Bref, bonifier la terre, la rendre plus joyeuse. Si nous sommes, par essence, transformateurs, en bien ou en mal, c'est que les générations humaines se suivent sans se ressembler. Un moineau vivra comme ses arrière-grands-parents, mais nos mœurs sont toujours en mutation. Selon le mot de Marc Bloch, les hommes ressemblent davantage à leur génération qu'à leur père. À toutes les époques, les vieillards sont bousculés par les jeunes. Et chaque génération humaine doit s'adapter et se réinventer face aux défis propres à son époque. Il nous faut à la fois consentir à changer de monde et choisir de changer le monde. Pour accomplir nos vocations d'enjoliveurs, mieux vaut commencer par se reconnaître héritier. Maria Montessori aimait faire éprouver de la gratitude pour les générations d'avant. Nous bénéficions tous de leurs inventions. La tendance de la modernité à fonctionner sur le mode du « passé faisons table rase » est absurde et injuste. Nous voilà donc situés à un point précis du temps, le présent, où nous attend l'histoire de l'humanité dans son cosmos. Ici et maintenant, il reste des milliards de façons d'enjoliver le monde, le connaître et faire connaître, le réparer et le consoler, le bonifier et l'humaniser. Chacun aura la sienne, unique,
de même que chaque communauté, chaque peuple, chaque organisation aura sa façon de faire. Notons ici le risque d'un personnalisme qui serait rabougri en individualisme. Qui d'entre nous peut se dire protégé de l'égotisme ambiant dont les écrans ultra-perso sont l'objet le plus emblématique? Or, pas plus que nous n'existons seuls, nous nous créons seuls. Nous sommes tributaires les uns des autres. Nos enracinements sont le besoin le plus méconnu de l'âme humaine, notait la philosophe Simone Weil, qui expliquait aussi qu'ils sont la condition de notre liberté. Enracinement familial et territorial à ne pas négliger, mais aussi intellectuel et spirituel. Les courants de pensée et artistiques l'attestent. L'être humain a un fonctionnement grégaire, communautaire. C'est un atout majeur pour changer le monde. Jacques Ellul affirmait que l'antidote au totalitarisme technologique était l'amitié. J'évoquais l'éco-anxiété comme signe des temps. Comment peut-elle nous mettre en marche au profit de l'humanité? En la regardant comme un levier pour passer de l'individualisme à l'altruisme. Car il n'y a pas de réponse à la crise écologique sans mise en commun. Qu'il soit vital de se reconnaître fait pour la fraternité et la communion, voilà une prise de conscience précieuse vers laquelle l'humanité peut tendre. Nous sommes tous frères de sang, pas seulement des êtres humains du bout du monde, mais aussi de ceux des générations futures, tout en étant intimement et vitalement reliés dans des relations d'interdépendance avec le reste du vivant et des entités inanimées. Je conclus. Notre mission d'Ange Oliver suggère d'abord de porter sur le cosmos et l'humanité un regard sain, émerveillé, curieux, attentif aux manques, aux blessures, aux besoins. Ce regard sain assumera la tension entre les sentiments de plénitude et d'insatisfaction. Alors peut s'exercer notre triple responsabilité dans notre façon d'enjoliver le monde. Responsabilité de préservation, responsabilité de transmission, responsabilité d'innovation. Pour chacun, la maxime de l'Ange Oliver pourrait être non pas toujours plus loin, toujours plus fort, mais toujours plus haut et ensemble. Consentir à changer de monde et choisir de changer le monde, accomplir notre vocation, se reconnaître héritier, tributaires les uns des autres, et se savoir responsable de préserver, transmettre, d'innover. Voilà, je crois, des clés qui peuvent vraiment nous inspirer.
Nous allons maintenant parler d'amitié, d'amour, de sexualité en abordant le sujet de l'éducation affective et sexuelle. Je crois qu'on ne mesure pas toujours assez à quel point les jeunes d'aujourd'hui vivent dans un contexte difficile. Des normes, des injonctions, les modes, les influenceurs, l'image, les réseaux sociaux, les idéologies qui s'infiltrent un peu partout. Comment les aider à se construire, à se respecter, à s'aimer, à gagner aussi en estime d'eux-mêmes et à orienter leur vie, à poser des non, à poser des oui, de vrais choix libres au fond, tout ce qui est vital pour se déployer. Nous avons la chance de recevoir Laurent Blaise, qui connaît bien les jeunes et tous ces sujets, parce qu'il anime des parcours lycéens et étudiants au sein d'une association qui s'appelle Teen Star, et ça depuis plus de 14 ans. Ces parcours se présentent avec une pédagogie où l'émerveillement, la confiance, la bienveillance sont des valeurs essentielles. Et avec Laurent Blaise, nous allons plonger dans ces constats sur le poids, sur les difficultés qui pèsent sur de nombreux jeunes aujourd'hui, à cause du contexte que j'évoquais, mais aussi à cause de la particularité au fond de l'adolescence, une période de la vie à la fois merveilleuse et difficile par tous les bouleversements qu'elle apporte. Il nous donnera aussi des pistes concrètes pour les accompagner, pour les aider dans leur chemin qui reste évidemment toujours singulier. Animateur auprès de lycéens depuis 14 ans, je fais le constat que tous les jeunes continuent à exprimer le rêve de construire un amour durable et que cela leur semble impossible. Ils sont pleins d'a priori sur les sujets qui les occupent, mais finalement savent peu de choses. Mais ils ont soif de comprendre. Notre objectif est de les aider à devenir des adultes responsables, ancrés dans le réel, capables de mesurer la valeur du beau, du bien, du vrai, mais aussi à nager à contre-courant quand il le faut, à retrouver la fierté d'être ce qu'ils sont, conscients de leurs talents, leurs qualités, tout ce qui fait leur être, tout en découvrant le sens de la vie et de l'amour. D'abord, je voudrais poser quelques constats entendus dans nos groupes. Leur soif de bonheur durable leur semble difficile parce qu'ils manquent souvent d'estime et de confiance en eux. Et ils se posent beaucoup de questions, souvent angoissés par rapport à leur identité personnelle, leur avenir affectif. Les adolescents projetés dans un monde de plus vieux qu'eux sont trop vite confrontés à une vision adulte de la sexualité. Or, cette période est celle d'une grande vulnérabilité. À cet âge, les changements vont vite. Leur corps leur échappe. Ils sont envahis de questions. Suis-je compétent? Suis-je puissant? Suis-je belle, aimable? La montagne russe émotionnelle caractérise l'ado. Ils sont comme des homards sans carapace. Tous plongés dans un bain de homards sans carapace, ils se débrouillent comme ils peuvent. Ils se blessent involontairement, ils essayent de se fondre, de rester dans la norme. C'est rare de voir un ado sortir du rang. On regarde l'autre, puis soi-même, pour se comprendre, s'accepter, s'aimer. À cet âge, l'amitié exclusive est leur bouffée d'oxygène, car ils ont un besoin magistral d'aimer et de se sentir aimé. Comme on s'éloigne de ses parents, on se réassure auprès de ses pairs. L'adolescence est aussi une période où l'on a besoin d'amis du même sexe. Or, il y a une nouvelle forme de pression du groupe. Si j'ai tellement besoin de ma meilleure amie et que sa tendresse me fait du bien, c'est donc que je suis lesbienne? Ils ont aussi des inquiétudes liées à l'avenir, le leur, et à l'avenir tout court. Leur éco-anxiété est prégnante. Ils sont aussi fragilisés. Avec un premier téléphone à 9 ans et demi en moyenne, ils sont confrontés très tôt à la pornographie. Ils sont bombardés par une vision fausse et ultra-violente de la sexualité, où l'autre est juste un objet de plaisir. Les jeunes confrontés au porno sont de plus en plus nombreux. Ils enregistrent une ritualisation de l'acte sexuel, avec systématiquement 3 phases: fellation, pénétration, sodomie.
Ils subissent ces images de désir et de plaisir sexuel en position de voyeurs, en oubliant que ce sont de vraies personnes exploitées pour ça. L'écran rend d'ailleurs invisible la souffrance des gens. L'attente des garçons, c'est surtout les actes. Dans la performance, avec ce prisme du porno, ils sont obsédés par l'idée de faire comme les autres. Souvent, les filles acceptent dans l'idée de plaire aux garçons. Elles sont prêtes à tout pour avoir de l'attention, qui n'est pas de l'amour, parce qu'elles ne s'aiment pas toujours assez. Finalement, le cri du cœur de l'ado, c'est « suis-je aimable ?» Et le porno dicte sa loi. La notion de consentement à 15 ans est couverte par l'angoisse d'abandon. Leur corps est un terrain de jeu, mais toutes ces expériences ne sont pas profitables et elles affectent leur être profond. On constate qu'ils sont très tôt blasés, voire dégoûtés. Ils en ont assez des interventions sur la sexualité, et même parfois de la sexualité elle-même. Ils en arrivent à revendiquer le no-sex dès l'entrée au lycée. Ces relations précoces, bien loin de leurs idées toutes faites, les déçoivent. Contre tout ça, il faut les aider à prendre conscience de leur qualité, de leur singularité, au fond de leur dignité. Tes amis, pourquoi ils t'aiment? Quels sont tes talents? Il y a aussi la pression liée aux réseaux sociaux qui s'éloignent de la réalité, qui idéalisent et aboutissent à la dévalorisation personnelle et à la perte de confiance en soi jusqu'à devenir des lieux de harcèlement. C'est une pression sociale supplémentaire. Il faut paraître bien, être aimé, être le leader, avec cette anxiété permanente d'être sans carapace. Il se crée un masque social. La fille peut retourner son angoisse, cette colère, contre elle-même, en s'attaquant à son propre corps pour arrêter sa pensée, stopper les humeurs négatives par une autre douleur, la douleur physique. La scarification est addictive. Les réseaux sociaux enferment celles qui y sont confrontées et qui parlent entre elles dans des bulles anxiogènes. Contre cela, un des remèdes, c'est de lui dire « Regarde comme tu es jolie, comme ton corps est beau ». L'abîmer, c'est comme rayer un bijou. Pour l'aider, on peut lui proposer d'en parler avec une amie, d'écrire un journal intime, de changer de cadre ou de faire du sport. Qu'est-ce qui te fait du bien? Prends soin de toi parce que tu le mérites. Le garçon, lui, peut retourner angoisse et colère contre les autres, mais aussi opter pour des comportements à risque, souvent comme l'alcool. Le remède chez eux, c'est vraiment de rendre service, de bouger, de faire du sport pour brûler les hormones. Les jeunes sont aussi fragilisés quand la famille l'est aussi, par les séparations, la monoparentalité. Ils sont aussi en devenir. Le cerveau d'un jeune, d'un ado, évolue jusqu'à 25 ans. La zone des fonctions exécutives qui anticipe les conséquences des actes est la plus longue à maturer. La zone comportementale qui réagit au stress est plus réactive pendant l'adolescence, donc l'émotion va être plus rapide et plus forte que la pensée. C'est pour cela que le jeune peut faire n'importe quoi sous la pression du groupe, du masque social. Sa plus grande angoisse est de perdre ses amis, d'être mal vu. Sous le coup de la colère, il peut même être capable de harceler lui-même pour le seul besoin d'être reconnu. Malgré tous ces constats, nous rencontrons aussi beaucoup de jeunes qui vont bien et qui sont heureux de ce qu'ils vivent. Je voudrais justement vous parler de ce qui les aide à répondre à leurs désirs profonds, leur recherche de bonheur, leur soif de beau, d'amitié, d'amour sincère. Ils sentent que la qualité de leur vie dépend de la qualité de leur relation. À la fin des parcours, les jeunes nous disent « À l'école, on nous parle de la relation sexuelle, mais jamais de la relation à l'autre. » En envisageant le jeune plutôt qu'en le dévisageant, nous lui permettons de retrouver foi en lui, de réveiller ce désir de se dépasser, ce plaisir, ces petites victoires qui l'aident à se situer dans la vie. Il sera fier de se prendre en main et de comprendre ce qui se passe en lui. Découvrir ce que l'on veut ou non au plus profond de soi, grâce à une connaissance de soi-même et de l'autre, permet de grandir en estime de soi et en respect de l'autre. Réussir à s'affranchir de la normalisation
du formatage de cette caricature d'amour du porno est essentiel. Par notre expérience, nous voyons comme il est important de les aider à découvrir qu'il peut être bon de savoir dire non, dans une situation qui ne sera pas profitable, malgré la pression du groupe. Il pourra même entraîner d'autres jeunes à le suivre, à poser un regard de respect et d'émerveillement sur leur corps et à mieux comprendre le fonctionnement de l'autre sexe pour réaliser les bienfaits de la complémentarité, pour aider les filles à passer d'un corps subi à un corps compris, mieux accepté, mieux aimé. Aider les garçons à comprendre le fonctionnement de la libido, de l'excitation sexuelle, pour ne pas en être esclaves, mais en garder le contrôle, et à connaître le cycle féminin pour le respecter, à découvrir comment fonctionne le cerveau, en particulier le mécanisme de l'addiction. Les neurosciences expliquent la difficulté normale à résister à des tentations addictives. Ces clés sont essentielles pour s'armer et rester libre. Découvrir par quelles étapes normales chacun passe. L'imaginaire, le narcissisme, l'ami exclusif, la bande d'amis, l'autre sexe en général, le premier amour qui peut se muer en amour durable. Et à comprendre où il en est dans ce développement. À gérer ses émotions. À identifier à quel besoin correspond telle émotion, qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ce qui importe, c'est ce que j'en fais. Pouvoir verbaliser son ressenti diminue la violence et développe l'empathie. Prendre conscience de l'unité de la personne et de toutes ses dimensions, le corps, les affects, l'intellect, l'intériorité à la recherche de bonheur et le milieu social. Que toutes sont reliées entre elles pour apprendre à les équilibrer. En conclusion, je dirais que l'important est de mettre en avant la beauté de l'amour et de la sexualité quand ils sont vécus dans le respect et sans utilisation de l'autre. Il est bon d'aider le jeune à développer sa réflexion sur ce qu'il veut vivre dans sa relation aux autres, à réaliser que la personne est un être de relation, à développer sa liberté et sa capacité à poser des choix responsables sans occulter les conséquences de ses actes. Nous nous appuyons sur une pédagogie positive, non anxiogène, pas de « attention, il ne faut pas, permis, défendu », mais sans naïveté non plus, bien ancrée dans la réalité. Nous abordons avec eux tous ces sujets en créant un climat de confiance au sein du groupe. C'est précieux pour les aider à oser débattre et partager leurs convictions en cours d'acquisition, sans craindre l'ironie ou la calomnie. Nous sommes bénévoles, mais notre irremplaçable gratification est d'entendre un jeune revenir témoigner jusqu'à 3 ans après le parcours que c'est certes exigeant, mais que ça vaut vraiment le coup de savoir aimer. Raphaël Defoucauld, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, grand témoin de notre Université de la vie. Je vais vous présenter en quelques mots. Alors, vous êtes thérapeute de couple et familial. Vous êtes praticienne en psychologie positive, sexothérapeute aussi. Et alors, vous êtes la créatrice du podcast Bulle de bonheur et également des concepts 2 minutes de bonheur. Voilà, ces petites boîtes-là avec des cartes, on en parlera sûrement. Et des coffrets aussi d'accompagnement quand il y a des changements de vie. Vous avez gagné, grâce à tout ça, plusieurs prix. Le prix Silver Valley notamment et le coup de cœur du public du Silver Valley aussi. Et vous travaillez avec ces projets-là, avec des grands groupes, SNCF, Kinder, le groupe La Poste aussi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez vécu plus de 15 ans à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, en Belgique. Vous êtes revenu en France il n'y a pas très longtemps. Exactement. Voilà. Donc vous continuez à avoir des accompagnements aussi à l'étranger. Absolument. Voilà, donc ça donne une vision un peu internationale. C'est intéressant. Et vous êtes aussi lauréate du prix Couple pour le Fonds du bien commun. Absolument. Voilà. Alors moi, ma première question, Raphaël, pour qu'on apprenne à vous connaître, c'est qu'est-ce qui vous a mis en chemin sur cette question du bonheur ? Qu'est-ce qui a été pour vous le premier déclic ? Alors, ce qui a été, il y a eu plusieurs choses. D'abord, dans mes accompagnements, je me suis rendu compte que les personnes qui venaient, elles venaient toutes avec un problème de communication. C'est pas qu'elles s'aimaient pas, mais simplement il y avait un problème de connexion et que, en fait, le lien était abîmé.
Et moi, mon travail, c'était comment réparer ce lien. Il y a une étude qui a été faite à Harvard sur le bonheur, du coup à Boston, là où j'ai habité ensuite, donc c'est quand même, le clin d'œil est assez amusant. Et cette étude, elle a été menée, comme savent le faire les Américains, pendant 50 ans. Et pendant 50 ans, ils ont observé une population type. Donc il y avait la moitié au départ d'hommes qui sortaient d'Harvard, donc cette prestigieuse université, et l'autre moitié qui sortait des faubourgs défavorisés de Boston. Et puis, ils les ont accompagnés, regardés, observés pendant 50 ans. Alors, d'un point de vue physique, ils avaient rendez-vous de médecin, ils questionnaires sur leur niveau de bonheur, il y avait également leur niveau financier, etc. Et puis, au bout de 50 ans, bon, l'échantillon avait augmenté aussi, ils avaient intégré des femmes, etc. Et ils les ont observés au bout de 50 ans. Et, incroyable, les gens les plus heureux, ce n'étaient pas ceux qui avaient un compte en banque bien garni, ce n'étaient pas ceux qui avaient la plus belle voiture, le plus bel appartement, qui avaient une vie facile. En fait, c'était ceux qui avaient du lien avec leur entourage. Et là, ça m'a vraiment percutée parce que je me suis dit, moi, ce que j'avais observé dans mes accompagnements, plus cette étude, mais en fait, il fallait faire quelque chose. Et du coup, travailler ce lien est devenu vraiment mon leitmotiv. Et je me suis rendu compte aussi que dans cette vie où on est vraiment happé par un quotidien qui est extrêmement rythmé, finalement, on ne prend pas suffisamment de temps pour s'arrêter et prendre le temps d'être heureux. Et c'est comme ça que j'ai créé ce concept, 2 minutes de bonheur. Et la baseline, c'est prendre le temps d'être heureux. Donc c'est vraiment la qualité du lien, des liens avec nos proches, avec notre entourage en général, qui est corrélée totalement avec le sentiment de bonheur. Exactement, exactement. En fait, l'idée, c'est ce lien, comment est-ce qu'on va l'entretenir ? Alors, si on va dire à son conjoint, à son enfant, tu m'énerves, j'en ai ras-le-bol, t'es toujours en retard. En fait, ça, ce lien-là, on va l'abîmer, on va le détendre, l'effilocher, en fin de compte. Je dis souvent que le lien, c'est un petit peu comme un tricot. Alors, un tricot, on peut avoir des mailles qui soient très serrées ou des mailles qui soient très lâches. Et en fait, un lien qui se distance, les mailles sont lâches. Et en fait, à travers les jeux que j'ai créés et puis tout ce que je développe, l'idée, c'est de resserrer en fait ces liens-là en faisant émerger des émotions positives. Parce que ça, c'est excessivement important. De nature, nous regardons davantage le négatif. Alors, on est tous faits comme ça. On a gardé le même cerveau que celui de l'homme de Cro-Magnon. Bon, je vais un petit peu schématiser, mais c'est un peu ça. Et l'homme de Cro-Magnon, lui, regardait toutes les dangers, il regardait tous les dangers autour de lui, et ces dangers, il était là, il devait y faire attention pour pouvoir survivre. Et du coup, nous, dans notre quotidien, on en a hérité. Alors, c'est pour ça que, par exemple, je suis une maman, je vais dire à mon enfant, dépêche-toi d'aller travailler parce que dans le fin fond de moi, en fait, j'ai peur qu'il ait des mauvaises notes. Je vais travailler comme une dingue pour faire que ma presse soit juste parfaite pour présenter le budget. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'ai peur que ça n'aille pas bien ou j'ai peur qu'on me méjuge. J'ai peur de ce que les autres vont penser de moi. Je vais de temps en temps harceler mon conjoint parce que quand il va faire les courses, il arrive avec des tonnes de choses qui n'étaient pas sur la liste. Et en fait, pourquoi ? Parce que dans ma tête, tout est organisé et j'ai peur que cette organisation, elle soit dérangée. Et en fait, quelque part, toutes ces pensées négatives, on les attrape et en fait, on vient les nourrir de temps en temps. Et je dirais que c'est un petit peu comme la roue du hamster. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et finalement, une pensée négative, elle entraîne une autre pensée négative qui en entraîne encore une autre. Et finalement, on vit plutôt un peu malheureux. Mon idée, c'est d'inverser les choses et de se dire, dans ces pensées qui passent, oui, il y a des pensées négatives, et puis il faut surtout les laisser passer, elles sont là. On ne va pas leur dire, non, ça serait être dans un monde de bisounours que de vouloir les mettre de côté. Mais c'est simplement les laisser passer, mais par contre, d'aller attraper tout ce qui est positif dans notre journée. Tout ce qui est beau, tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui va toucher à la reconnaissance, à la gratitude, c'est-à-dire savoir dire, déjà, vous dire merci de m'avoir invité. Voilà, là, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la gratitude. C'est savoir dire à son conjoint merci d'avoir fait le travail de la petite. Merci aussi de m'aimer comme je suis. Ça peut être à mon enfant lui dire merci
du bon moment qu'on a passé ensemble. Merci pour la machine que tu as vidée. C'est dire à mon collègue merci pour le café que tu m'as fait. C'est faire un sourire dans la rue à la personne qui est à la caisse quand on fait ses courses. En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'on peut décider, au fond, de choisir ces pensées qui passent. On peut se reparamétrer un peu dans notre manière de vivre pour choisir un peu d'être plus heureux. On a un potentiel d'action sur notre propre bonheur. Absolument, absolument. Et ça, j'aime beaucoup citer l'étude d'une femme qui s'appelle Sonia Lyubomirsky, qui dit que dans notre perception du bonheur, il y en a 50% qui est inné, c'est-à-dire un peu la manière aussi un peu dont on a été élevé, mais surtout si on est plutôt d'un caractère plutôt optimiste, pessimiste. Et puis après ça, il y en a 10% qui sont les événements de la vie. C'est-à-dire si on est seul, si on est en couple, si on est riche, si on est pauvre, si on est en bonne santé ou en mauvaise santé, c'est 10%. Et les 40%, c'est la perception qu'on a de ces événements-là. Alors en fait, pour être vraiment concret, je pense qu'on a tous autour de soi un ami ou une amie qui, on va dire, s'est cassé la jambe. Et il y en a certains qui vont prendre ça un peu comme une opportunité en disant ah non, mais bon, je me suis cassé la jambe, effectivement, ça me complique mon quotidien, mais à côté de ça, je suis tellement touchée par la gentillesse de tout le monde, c'est juste fantastique. Et puis, quelqu'un d'autre qui va dire non, mais je me suis cassé la jambe, là, c'est la fin du monde, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, j'en ai ras-le-bol, c'est trop dur, tout est compliqué, et puis j'ai mal. Donc, on voit bien que l'événement est le même, chacun s'est cassé la jambe, mais par contre, la manière dont on a vu cet événement est différente. Et c'est là où la personne qui va voir ça comme une opportunité, elle est allée piocher ses pensées, elle est allée piocher ses poissons dans son banc, elle est allée piocher les poissons qui sont plutôt positifs. Et donc, nous, c'est vrai que nos sociétés, on est plutôt toujours dans ce qu'on entend, les médias, les informations, tout est toujours extrêmement négatif. Donc, c'est difficile de survivre dans cet environnement-là. C'est quoi vos conseils vraiment précis? Là, on a entendu le fait de choisir, le fait de vivre plutôt dans la gratitude, enfin, voilà, ce potentiel finalement qu'on a pour décider comment vivre les événements. Est-ce qu'il y a d'autres conseils un peu concrets que vous partagez avec les personnes que vous accompagnez ou qu'on pourrait partager à nos participants de l'Université de la vie? Oui, j'ai envie d'y aller sur deux axes différents. Le premier, c'est je me référerai à Martin Seligman, qui est le fondateur de la psychologie positive. C'est assez récent, ça date de 98, donc c'est pas si ancien que ça. Et en fait, il dit que pour être heureux, il y a 3 choses. C'est avoir une vie plaisante. Alors, une vie plaisante, c'est justement, ça va rattraper tous ces bons moments, les vivre dans l'instant présent. C'est-à-dire que quand je suis en train de jouer avec mon enfant, par exemple, c'est pas de penser ah tiens, j'ai une machine à étendre, ah tiens, il faut que je termine de faire ce travail, ah tiens, j'ai ça à ranger. Donc vraiment être là dans l'instant, c'est pratiquer cette gratitude justement, savoir dire c'est merci, s'émerveiller. Enfin, le langage du positif, il est beaucoup plus large qu'on ne l'imagine. C'est aussi avoir une vie engagée, c'est-à-dire engagée dans sa famille, engagé dans son couple, engagé dans son travail, savoir se lancer des défis et des challenges, pas trop haut non plus, parce que si c'est trop, c'est décourageant et ça procure du stress. Si c'est trop bas, ça fait de l'ennui. Et du coup, et puis le troisième, c'est avoir une vie pleine de sens, c'est-à-dire vivre en lien avec ses valeurs. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'aller faire la liste de ses propres valeurs et de regarder, mais tiens, en fait, est-ce que je suis en lien avec mes valeurs? C'est extrêmement important. Est-ce que mes actes vont dans le même sens que mes valeurs? Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que ce que j'aurais envie de poser comme question à tout le monde, c'est de dire, mais tiens, qu'est-ce qui me fait du bien? En quoi je suis reconnaissante ou reconnaissant? Et toutes ces petites choses, elles vont me donner des pistes immenses sur ce que c'est que le bonheur. Le bonheur, c'est pas un but à atteindre, c'est des choses qui se vivent à l'instant présent, au quotidien. Et en fait, c'est une somme de petites choses. Je dis souvent que le bonheur, c'est un petit peu comme un chemin et que très souvent, on s'imagine que allez, ça va être difficile, il va falloir avancer sur un chemin chaotique, mais au bout du chemin, il y a la lumière. C'est quand j'aurai acheté une plus grosse voiture, quand j'aurai une plus grosse maison, quand les enfants auront grandi, etc. Et du coup, on oublie de voir les fleurs qui sont sur le chemin. Et toutes ces fleurs qui sont sur le chemin, c'est ça le bonheur. Donc profitons-en, parce qu'il nous est tous donné ce bonheur. Et en fait, c'est ce que je cherche à développer à travers 2 minutes de bonheur, c'est véritablement de faire justement émerger
ces émotions positives. C'est aider chacun d'entre nous à aller piocher justement toutes ces petits points positifs de la journée, tous ces souvenirs qui nous ont rendus heureux, tous ces projets qu'on a envie de réaliser, et qu'on soit en couple, qu'on soit en famille, qu'on soit entre les générations. Et c'est véritablement tellement, tellement important. Et véritablement, je n'ai qu'un souhait, c'est que chacun puisse vivre par jour plusieurs minutes de bonheur. Merci beaucoup, Raphaël Defoucauld. Je crois qu'on est entré avec vous vraiment dans cette compréhension que le bonheur, ce n'est pas un endroit où aller, mais voilà, des petits morceaux de bonheur qu'on peut choisir tous les jours de nos vies. Et qu'on peut aller piocher. Et piocher. Merci infiniment. Et donc, on recommande chaleureusement ces outils concrets, même entre collègues. Nous, on a pu tester. On a beaucoup apprécié d'essayer ça entre nous. Et puis vraiment, le travail que j'ai voulu faire des outils, des jeux là, qui soient très légers. On passe du bon moment, on rit, ça crée de la complicité. Et c'est très souvent, on me dit, et mine de rien, voilà, j'ai parlé de choses que je ne pensais pas que je reparlerais. Ça nous a permis de vivre autrement quand on est dans le couple. Et ça, c'est vraiment très salutaire. Oui, ça ouvre la relation en profondeur, avec d'abord l'humour et ensuite vraiment l'échange profond. Et l'important, c'est vraiment ce que vous disiez, la qualité de nos relations. Voilà l'important. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Merci infiniment, Raphaël Defoucauld. Merci Blanche de m'avoir invitée. J'ose espérer que cette rencontre avec Raphaël Defoucauld vous aura reboosté. Je crois que se redire que le bonheur, ce n'est pas un truc pour plus tard, un peu inatteignable. C'est surtout ces petits bonheurs dont elle a parlé, qui sont parsemés au milieu de nos journées et qu'il faut savoir repérer. Cette manière de voir les choses peut vraiment transformer, je pense, notre disposition intérieure et cette liberté intérieure qu'on a douce qui peut grandir et nous aider à choisir comment vivre ce qui nous arrive. Raphaël nous a donné des réponses raisonnables, je crois, pour parier sur sa vie. Merci beaucoup de votre attention, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.